Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Chantal Nabana Camara, nommée présidente du Conseil constitutionnel. Un mandat d'une durée de 6 ans qu'elle va débuter à compter du 21 juillet 2023. Elle remplace à ce poste le magistrat hors hiérarchie Koné Mamadou. Elle était jusque-là présidente de la Cour de cassation. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et la CNPS signent une convention. Les deux parties saluent ce partenariat. L'accord entre le FAFSI et la Caisse nationale de prévoyance sociale permettra de soutenir les initiatives de ce fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara. Le FAFSI donne des moyens aux femmes d'initier et d'accroître les activités génératrices de revenus. Rosina Yamoussoukro, ses parlementaires sont au travail. Ils ont reçu le ministre de l'économie et des finances. Adama Koulibaly a présenté 3 projets de loi. Infraction boursière au sein de l'UMOA, la lutte contre le blanchiment des capitaux et l'activité d'affacturage en Côte d'Ivoire, des textes adoptés en commission. Un dossier à suivre dans ce journal, le potentiel agricole de la région d'Unzi au centre de la Côte d'Ivoire est important. Les initiatives ne manquent pas. Malheureusement, le déficit d'équipement, la pollution des eaux et du sol liée à l'orpaillage illicite freine les efforts. On en reparle dans EcoPlus. Chantal Nabana Camara est nommée présidente du Conseil constitutionnel. Son mandat prend effet à compter du 21 juillet 2023. Je vous propose de suivre la déclaration lue par le secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé ce mardi 9 mai 2023 un décret de nomination au Conseil constitutionnel. Ainsi, Madame Chantal Nanaba Camara, magistrat hors hiérarchie, grade A, échelon unique, est nommée présidente du Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans. Cette nomination prend effet à compter du 21 juillet 2023. Par ailleurs, le président de la République procédera ultérieurement à la nomination de 3 conseillers au Conseil constitutionnel, en remplacement de ceux dont le mandat arrive à expiration le 26 juillet 2023. Fait à Abidjan le mardi 9 mai 2023. Voilà, Chantal Nanaba Camara, nommée présidente du Conseil constitutionnel. Nous parlons maintenant d'autonomisation de la femme. Le FAFSI et la CNPS signent une convention. C'est la première dame présidente du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui a signé ce partenariat avec la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le contenu de cet accord dans ce reportage de Viviane Aïmé. Un échange de signatures à valeur historique. C'est l'acte fort qui a eu lieu ce mardi 9 mai au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. En effet, la présidente fondatrice du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame, Dominique Ouattara, et le directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, viennent ainsi d'apposer leur signature au bas d'une convention de partenariat entre leurs 2 structures, donnant ainsi une impulsion encore plus grande à l'évolution des femmes bénéficiaires du FAFSI en leur permettant d'avoir accès à la protection sociale. Une grande première pour ces femmes travailleuses indépendantes du secteur informel. Le régime social des travailleurs indépendants. Ce régime à haute portée sociale vise à offrir une couverture sociale à toutes les populations, notamment celles issues des secteurs dits informels. Cet instrument nouveau de sécurité sociale s'inscrit dans la droite ligne de la vision noble d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre époux vient répondre efficacement et de façon durable à la question d'une protection sociale pour tous en Côte d'Ivoire. Vous, mesdames, qui êtes sur le terrain, les forces vives de cette nation en tant que femmes commerçantes, artisans et autres, quand vous ne pouvez pas travailler, l'argent que vous avez, on va lui donner un peu à la CNPS, on puisse vous donner une partie. Vous nous avez dit que vous gagnez 30 000 par mois. Sur les 30 000, vous avez une cotisation de 3 600 par mois. On a calculé un peu et ça fait 120 francs par jour. Et avec ça, vous tombez enceinte. Pendant les
98 jours, ça fait 3 mois et demi. Vous aurez 30 000 francs par mois. Donc vous aussi, à 7 mois et demi, vous pourrez aussi prendre des congés de maternité comme vos sœurs qui sont salariées dans le bureau climatisé. C'est avec grande reconnaissance que les femmes du FAFSI ont accueilli cette offre importante. Grâce au FAFSI et à Madame la Première Dame, je vais bénéficier du régime social des travailleurs indépendants. Je sais que je dois faire des cotisations mensuelles pour bénéficier de ces avantages. Et je suis prête à le faire, car c'est une petite contribution qui peut faire une grande différence pour mon avenir. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a salué cette nouvelle avancée donnée grâce au gouvernement à la situation des femmes du secteur informel. Mais Excellence, Madame la Première Dame, pour nos mamans, vos sœurs, vos filles que vous aimez tant, que vous chérissez tendrement, que vous avez bien voulu permettre aux braves femmes bénéficiaires de la FAFSI, à travers la signature de la présente convention, d'être affiliées à la CNPS, à l'instar de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, et surtout de bénéficier de tous les avantages qu'offre cette couverture sociale. Vous et votre époux êtes à l'œuvre pour que les personnes vivant en Côte d'Ivoire, surtout les plus démunies, bénéficient d'une couverture sociale pour préserver leur dignité pendant leur cessation et à leur retraite. Comme a pris soin de le préciser la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, l'adhésion à la RSTI n'est pas obligatoire. Cependant, elle a invité toutes les femmes du FAFSI à y adhérer en raison des avantages qu'elle offre. J'ai toujours cru au potentiel des femmes de Côte d'Ivoire et en leur capacité d'adaptation à toutes les circonstances qui se présenteraient à elles. C'est fort de cette conviction qu'en 2012, je me suis engagée à soutenir l'autonomisation de mes sœurs en créant le Fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire avec le soutien de mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, avec la signature de cette convention entre le FAFSI et la CNPS, une nouvelle étape importante dans notre démarche d'amélioration de la qualité de vie de nos sœurs et de leurs familles. En effet, le régime social des travailleurs indépendants, RSTI, de la CNPS, permettra d'octroyer une couverture sociale à nos sœurs afin de leur garantir la pérennité de leurs activités. En effet, elles pourront ainsi continuer d'exercer leurs activités dans la quiétude et la sérénité, en étant protégées contre les risques de perte de leurs revenus en cas de maternité, d'accident, de maladie ou de retraite. C'est pourquoi je voudrais inviter toutes mes sœurs bénéficiaires du FAFSI à saisir la nouvelle opportunité qu'offre le régime RSTI afin de bénéficier d'une couverture sociale adaptée à leur situation. Le FAFSI, c'est 300 000 bénéficiaires à ce jour et un effectif toujours croissant. Cette convention de protection sociale avec la CNPS va permettre une implantation véritable de la sécurité sociale dans toutes les couches de la population ivoirienne. Dans la capitale politique des activités au Sénat, à Yamoussoukro, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a présenté devant 2 commissions de la Chambre haute du Parlement 3 projets de loi, infractions boursières au sein de l'UMOA, régime des sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et l'activité de l'affacturage en Côte d'Ivoire. On le voit dans ce reportage de Kader Sogodogo, les sénateurs ont validé ces 3 projets de loi. Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, est porteur, au nom du président de la République, de 2 projets de loi devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Le premier projet de loi veut rendre effectif la répression des comportements délictueux sur le marché financier à travers des sanctions proportionnées et dissuasives. Le deuxième projet de loi est relatif à la ratification de l'ordonnance portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et l'organisation du contrôle des assujettis. Ces 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité en commission.
Au niveau du blanchiment des capitaux, il y a des dispositifs qui existent déjà. Ce que nous avons fait, c'est de créer en fait ce qu'on appelle une commission nationale de sanctions. Cette commission nationale de sanctions va prendre des sanctions d'ordre administratif, étant entendu que les sanctions pénales sont déjà encadrées, sont régies en fait par les textes en vigueur, c'est régi également par les juridictions qui sont en place. Au total, ce sont 2 textes importants qui s'inscrivent dans le sens justement de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et une meilleure protection de nos investisseurs sur le marché. Adama Coulibaly a terminé sa journée au Sénat devant la Commission des affaires économiques et financières. Les sénateurs ont adopté la mise en conformité avec les états de l'UEMOA de l'activité d'affacturage. Le projet de loi présenté dans ce sens a été adopté. On reste en économie. Une vingtaine d'officiers des douanes ivoiriennes sont en formation. Une initiative de la coopération allemande sur le perfectionnement en matière de système harmonisé et de classement tarifaire. Ce programme est tenu par un vivier d'experts sur la question. Ils sont appelés à formuler des avis dans le cadre de la mise en œuvre prochaine du mécanisme de décision anticipée. Lancine Bakayoko. Ce programme de perfectionnement va permettre de passer en revue des sections spécifiques du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Ces sections comprennent des produits ou marchandises réputées complexes et faisant l'objet de fréquents contentieux entre les administrations douanières et les importateurs. Il s'agit notamment des compléments alimentaires et produits pharmaceutiques, des produits textiles, ainsi que des machines, matériels électriques et électroniques. Des études de cas ont été présentées afin de mettre en évidence les bonnes pratiques et les techniques éprouvées pour le classement tarifaire des marchandises en question. Cela permettra d'effectuer correctement le contrôle de classement de marchandises dans ces différentes phases au sein de l'administration de douane ivoirienne. Et cela aussi permettra d'assurer une perception efficace et effective de recettes et aide à répondre aux exigences et mesures de la facilitation des échanges. Tous ces modules auxquels sont formés les 25 officiers participent du processus de mise en place d'un mécanisme de décision anticipée de référence. Ce mécanisme devrait pouvoir concilier les impératifs de sécurisation des recettes douanières et la prévisibilité des opérations d'import-export au niveau du secteur privé. Ainsi, au terme de leur formation, les meilleurs d'entre eux seront sélectionnés pour être membres du comité technique spécialisé, organe chargé d'instruire les demandes de décision anticipées. Du côté de l'Union européenne, il s'agit d'approfondir les relations commerciales entre Bruxelles et la Côte d'Ivoire. Parce que précisément, les 2 parties préparent le processus de révision et de transposition des lignes tarifaires des offres de marché de l'APE. Parlons maintenant de la lutte contre la criminalité financière. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une agence de gestion des avoirs criminels et la structure ne chôme pas. Vous allez le voir, elle vient de vendre aux enchères un navire saisi par l'État, le bateau vendu à 286 millions de francs CFA. Mamadou Kwasi. Construit en 1989, le cargo général d'une longueur de 104,85 mètres, baptisé Nightland, est mis en vente aux enchères par l'État ivoirien suite à une saisine. Cette vente aux enchères est effectuée à la demande de l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs criminels AGRAC. La toute première activité de vente de cette structure du pôle pénal, économique et financier. Le navire a été mis à la disposition de l'AGRAC au mois de février. Une expertise a été réalisée qui a déterminé la valeur vénale. Et donc, le bateau étant dans un état de dégradation, il nous est paru utile de le vendre aux enchères publiques comme le prescrivent les textes. Dans un mois, il y aura une grande vente aux enchères publiques qui va porter sur des véhicules automobiles, sur des engins de TP et d'autres objets. Après une dizaine de minutes d'échange, le navire confisqué mis à prix à 350 millions de francs CFA sera finalement vendu à 286 millions de francs CFA. Il est acheté par une entreprise exerçant dans le domaine maritime. C'est un navire qui peut être exploité encore du point de vue commercial. Donc il suffira de faire un peu quelques investissements pour le réactiver, pour le rendre à nouveau fonctionnel et navigable. C'est en 2022
que l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs criminels, AGRAC, a été mise sur pied par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Alors maintenant au Maroc, Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a visité récemment une exploitation agricole moderne de production d'oignons, de pommes de terre et de carottes. C'était en marge du Salon international de l'agriculture à Meknès. L'exploitation produit 210 000 tonnes d'oignons par an, soit 23% de la production nationale marocaine. Hervé Blé, Ambroise Asséman. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, au contact des exploitations agricoles modernes du Maroc. Kobena Kwasi Adjoumani et Thiaba Laurent, le ministre des Eaux et Forêts, ensemble à la ferme El Ayadi de production d'oignons, de pommes de terre et de carottes. Située dans la commune rurale Aït Bourzoïne, province d'El Ajeb, cette exploitation agricole utilise un système moderne d'irrigation qui fonctionne à l'énergie solaire. Le défi fondamental qu'il faudra résoudre au niveau de la sécurité alimentaire, c'est le problème de l'eau. Aujourd'hui, nous devons donc nous lancer vers l'agriculture irriguée, ce que nous ne faisons pas suffisamment en Côte d'Ivoire. Et l'irrigation au goutte à goutte permet d'économiser de l'eau. On ne donne que l'essentiel à la plante pour pouvoir connaître sa croissance et son développement. La ferme El Ayadi utilise, pour ses semences améliorées et produites sur place, des semoirs modernes de précision. La production à l'hectare, environ 90 tonnes. Nous voulons vraiment faire en sorte que notre agriculture reflète l'agriculture moderne. Et voyez-vous, ce qui se passe est formidable, où chaque plant est arrosé et va produire davantage pour le bonheur des consommateurs que nous sommes. Et aussi pour le bonheur de ces grandes dames qui, en Côte d'Ivoire, travaillent chaque jour que Dieu fait pour ravitailler nos marchés. Et je crois que le fait même de les envoyer, voir ce qui se passe ailleurs, est assez révélateur de ce que nous entendons faire en Côte d'Ivoire. Diaby Kalou est la présidente de l'interprofession de l'oignon de Côte d'Ivoire qui produit actuellement 20 tonnes à l'hectare dans le nord du pays. La région de la Gèbe compte près de 5000 hectares d'oignons. Elle produit en moyenne 210 000 tonnes par an, soit 23% de la production nationale marocaine. Et ici en Côte d'Ivoire, parlons de la lutte contre la vie chère. Les initiatives se multiplient pour veiller au respect des prix des denrées alimentaires. Le ministère du Commerce a fait concevoir une application mobile. Contrôle citoyen est un outil numérique qui permet d'alerter sur les pratiques non réglementaires sur les marchés. La plateforme est lancée en présence de Michel Mambo. Contrôle citoyen. Une application lancée pour renforcer le dispositif d'alerte dans le cadre de la lutte contre la vie chère. En plus de la ligne verte 1343 et des autres canaux de communication, cet outil numérique fait du consommateur un citoyen contrôleur des prix. Il pourra désormais, à partir de son smartphone, maîtriser son pouvoir d'achat. Cela va permettre très concrètement aux consommateurs de signaler toutes les fois où il y a une déviation sur le terrain, en temps réel, immédiatement. Ce signalement arrive directement au ministère du Commerce au niveau de la brigade de contrôle rapide qui reçoit le signalement avec la géolocalisation. Donc ça permet de davantage cibler les contrôles et d'être plus efficace sur le terrain. Contrôle citoyen, une application à télécharger, un élément de dissuasion et de répression selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarasouba. Il existe 25 millions d'abonnés à l'Internet. Et le taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 65% de la population totale en 2023. C'est donc à juste titre que nous nous servons de ce canal beaucoup utilisé par les Ivoiriens, par les jeunes, pour mieux distiller auprès des consommateurs les méthodes de lutte contre la vie chère. En agissant ainsi, nous offrons la possibilité à chacune et à chacun des habitants de Côte d'Ivoire de prendre une part active dans la maîtrise de son pouvoir d'achat sur tout le territoire national, quel que soit le lieu où vous êtes. Non-respect des prix plafonnés, non-affichage des prix,
produits périmés, la brigade de contrôle rapide BCR reste en alerte. Les consommateurs sont donc invités à s'approprier cet outil numérique de sorte à faire respecter leurs droits. Veiller à la bonne santé des populations préoccupe aussi l'État. Une délégation du Conseil économique et social a visité 2 centres d'accueil de prise en charge des personnes vulnérables victimes de la drogue. Ils étaient à l'hôpital psychiatrique de Benjerville et la Croix-Bleue à Adjamé. Ces visites terrain visent à s'imprégner des réalités des activités en vue de faire des propositions pour la lutte contre la drogue. Chantal Akandan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2023 consacrée à la jeunesse. Le gouvernement a pris l'engagement de mettre en place plusieurs actions pour accompagner les jeunes, notamment en termes de santé. Cependant, la triste réalité est que de nombreux jeunes Ivoiriens se tournent vers la drogue et souffrent de ses conséquences néfastes. Je manquais d'affection côté papa et maman n'était pas vraiment présente. Et les mauvaises fréquentations ont fait que j'ai connu la drogue. L'addiction me rendait vraiment pas présentable. Grâce aux psychologues et aux agents de santé, aujourd'hui, je peux dire que ça va. Aujourd'hui, je souhaite quitter définitivement dans la drogue et puis ne plus replonger. Et puis me trouver une activité, de remplacer mon addiction par une occupation. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a pris à bras-le-corps la question de la jeunesse et drogue en tant que préoccupation urgente. Une visite de terrain a été organisée à l'hôpital psychiatrique de Benjerville et à la Croix-Bleue d'Adjamé pour s'imprégner de la situation. Le président de la Croix-Bleue a salué cette initiative. Nous avons senti qu'effectivement ce que nous faisions est écouté, est su et vu par les premiers responsables, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique et aussi le président du Conseil économique et social. Et pour ça, nous en sommes fiers. Cette visite a pour but de recueillir les préoccupations afin de se familiariser avec les réalités du terrain. Nous avons élaboré déjà des avis et ces structures-là nous ont accompagnés dans l'élaboration. Le bilan est positif. À travers nos commissions, dont les responsables sont avec nous ici, trouver des solutions, imaginer des solutions et émettre des avis à transmettre. Nous avons profité également pour leur partager les projets, notamment au niveau de l'hôpital psychiatrique Benjerville, le fait que la réhabilitation et la mise à niveau du plateau technique est programmée dans la feuille de route de 2023. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel souhaite contribuer à l'élaboration de politiques publiques. Cette visite de terrain est une étape importante pour identifier les défis et les enjeux liés à la drogue chez les jeunes en Côte d'Ivoire. On reste justement en santé. Double cérémonie au stade de l'INFAS d'Abidjan. 2000 agents de santé composés d'infirmiers, de sages-femmes, de techniciens de laboratoire, d'auxiliaires de santé prêtent serment. Désormais, ils sont prêts à assurer la prise en charge des malades dans les hôpitaux. Le ministère de la Santé se réjouit de la qualité des hommes formés. Les nouveaux agents de santé exhortés au professionnalisme. Le reportage de Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Main levée, en signe de prestation des serments, la 30e promotion des étudiants de l'Institut de formation des agents de santé jure fidélité et prend l'engagement de servir dans l'honneur et la probité. Composé de 2003 agents, dont 831 infirmiers, 680 sages-femmes, 26 maïeutéciens, 492 techniciens et 617 auxiliaires de santé, ils intègrent la grande famille des professionnels de la santé. Ce que nous faisons, c'est pour apporter la vie aux enfants qui viennent et aussi aider nos mamans à bien s'en sortir dans ce qui concerne la santé de la reproduction. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous incarnons. Une rentrée symbolisée par le port de la blouse blanche. Occasion toute trouvée pour les anciens de transmettre les valeurs de rigueur et d'excellence à leurs cadets. Faire de l'Institut le pôle de l'excellence est la vision partagée par la première responsable de l'INFAS. Donc quand vous entrez dans cette école de formation, vous devez vous transformer, prendre ces bonnes pratiques. Vous vous transformez durant toute votre formation et vous devez aller exercer avec les acquis que vous avez eus. Le représentant du ministre de la Santé exhorte les nouveaux agents de la santé à se mettre à la disposition de l'État afin de prendre en charge les populations. Construire de nouveaux hôpitaux et à réhabiliter les anciens. Et cela favorise une croissance du plateau technique
Et donc on a besoin des hommes pour travailler. Quel que soit l'équipement de pointe que vous avez, si vous n'avez pas les hommes bien formés et de qualité, vous ne pouvez pas les utiliser. Cette prestation de serment a été marquée par des défilés et des sketchs sur la vocation et le comportement des agents de santé vis-à-vis des patients. Et arrêtons-nous sur le potentiel agricole de la région d'Unzi au centre de la Côte d'Ivoire. Un potentiel qui est important. Les initiatives ne manquent pas. Malheureusement, le déficit d'équipement, la pollution des eaux et du sol liée à l'orpaillage illicite freine les efforts. En attendant la renaissance de l'agriculture dans le Unzi, le Conseil régional et l'État de Côte d'Ivoire travaillent à doter la région d'infrastructures socio-économiques de base dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et de l'électricité. Malgré ces actions, il y a encore des défis. L'objectif des autorités, venir à bout de ces cas isolés pour le bien-être des populations. EcoPlus focus sur la région d'Unzi avec Victorine Yaoyoboué. Il est 9h du matin à Kotokounou, région d'Unzi. Les femmes et quelques hommes prennent la direction du chant au son de l'harmonica. Après 15 minutes de marche, l'on aperçoit une parcelle de gombo et d'aubergines. Le petit groupe, très animé, se met tout de suite au travail, qui pour désherber, qui pour arroser les plants. En l'absence de forage, les producteurs de maraîchers puisent l'eau du fleuve Unzi à la force des bras ou avec un moteur branlant. Sans que cela paraisse, cette eau d'Unzi est devenue impropre à la consommation. Voilà, même eau là, on puise pour aller arroser les plants. C'est même eau là on prend pour aller boire, préparer, laver les enfants. Comme on boit ça là, il y a des jours, on a diarrhée, les enfants sont malades. Elle contiendrait du cyanure, conséquence de l'orpaillage clandestin, véritable fléau dans cette région. Nous produisons sur ce site tout ce qui est vivrier, tout ce qui est maraîcher. Et cette année, nous sommes en train d'expérimenter le plat là que vous voyez pour voir si on peut exploiter ça aussi. Mais nous avons un gros souci. L'eau d'Unzi est polluée par le cyanure. Et donc l'année dernière, nous avons utilisé cette eau pour arroser nos gombos. Nous n'avons même pas pu récolter un seul sac de gombo parce que l'eau a tué les gombos. Le village de Kotokounou, situé à 26 km de Bokanda, semble manquer de tout. Une situation qui, selon le conseil régional d'Unzi, s'explique par son enclavement. Kotokounou, c'est l'enclavement matérialisé. Et cet enclavement est dû au fait que ce village est de l'autre côté d'Unzi. Et je crois que nous avons été les seuls à rendre visite à ce village pendant la campagne. Et raison pour laquelle nous avons prévu de construire un bâtiment de 3 classes. En matière d'eau potable, le gouvernement lui-même, dans le cadre du programme social du gouvernement phase 2, a décidé de planter les HU dans les villages. On va voir comment rapidement aller faire un forage en attendant ce que l'État a prévu pour ce village. Le conseil régional d'Unzi dit être au travail pour le bonheur de ses populations. Pour preuve, la Taïko Finguessan et son équipe ont remis de nouveaux bâtiments au lycée moderne de Dembokro et de Bokanda. Les travaux de la clôture du lycée moderne de Bokanda ont été lancés. Des véhicules, des animaux, ce qui n'importe comment dans le lycée. C'est pas joli à voir. Ça fait qu'on ne se sent pas en sécurité. Nous voyons que sans la clôture, nous ne sommes pas protégés. Donc je me sens joyeux parce que la clôture sera faite. Parce que je suis arrivé, j'ai vu des bâtiments en construction. La cour est déblayée. Les choses sont en train de venir un peu. Actuellement, on n'a pas d'électricité dans les salles de classe. Et nous ne devons pas attendre jusqu'aux examens. Un professeur qui doit finir à 18h, si à 17h45, avec 15 minutes perdues, pendant toute l'année, ça fait des heures perdues. Dans le domaine de la santé, l'hôpital général de Dembokro a reçu des équipements qui viennent renforcer le plateau technique. Les capacités d'accueil des structures sanitaires sont également en voie d'amélioration. Le tandem santé-école constitue pour nous notre priorité. Et nous avons même commencé par un don d'ONG américaine de plus d'1 milliard. Et ça nous a permis d'améliorer le plateau technique de nos hôpitaux. On a cherché à aider nos parents, faire en sorte que tous ceux qui vont à l'hôpital
même s'ils n'ont pas les moyens, ils puissent être soignés. Hormis ces initiatives, la région d'Unzi, composée des départements de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro, a bénéficié de plusieurs infrastructures de base à travers le programme social du gouvernement PSGouv. Par exemple, au niveau de l'électrification, la région d'Unzi est couverte à 78%. Les tronçons d'Imbokro-Bokanda et d'Imbokro-Kwasi-Kwasi-Kro ont été entièrement bitumés. Malgré ces avancées, le Conseil régional est conscient des disparités dans sa localité. Pour y remédier, la Taïkofi Nguessan préconise une synergie forte entre 3 entités, le Conseil régional d'Unzi, les conseils municipaux et le gouvernement pour le bien-être des populations. Éco Plus de ce soir, c'était le focus sur la région d'Unzi avec Victorine Yao Yoboué. La 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes ce mardi 9 mai au Palais de la Culture. Le livre dans tous ses états est le thème de cette édition. Ce rendez-vous de la lecture draine du monde, des amoureux du livre, des écrivains, des éditeurs et des libraires. Toute la chaîne de production et de distribution, c'est une belle tribune de promotion et de développement de l'industrie nationale de l'édition, du livre et de la lecture. Et justement, les acteurs étaient à pied d'œuvre pour ce 13e SILA. L'événement se tient jusqu'au 13 mai au Palais de la Culture. Les organisateurs disent attendre jusqu'à 100 000 visiteurs sur les 5 jours du salon. Notre équipe de reportage revient sur les préparatifs de ce salon du livre. À Midi Rasouba, Jean-Marc Diadji. Commune de Cocody, Carrefour Saint-Jean. Ambiance timide dans cette librairie. Godefroy est l'unique client trouvé sur place. Ce quinquagénaire ne cache pas sa passion pour la lecture. Je suis venu acheter des livres pour la lecture qui concerne les enfants et puis moi-même. Au Palais de la Culture de Treichville, un autre décor s'offre à nous. Le souhait de Godefroy, à l'instar de tous les amoureux du livre, sera réalisé. Le Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2023, sera ouvert pour promouvoir l'industrie nationale de l'édition et du livre. Ici, les participants sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce rendez-vous international et culturel. Les acteurs du livre venus du Congo-Brazzaville, pays hôte de cette 13e édition, se bousculent afin de réserver un accueil chaleureux à ses visiteurs. Le Congolais aime la lecture. Nous disons d'abord merci à la Côte d'Ivoire de nous avoir choisis. Pendant ces 5 jours, nous offrirons d'abord quelques panels, des expositions, nous aurons la vente des livres et nous avons fait venir avec nous des écrivains qui seront là pour agrémenter ce grand moment. Éditeurs, écrivains, tous accordent un intérêt particulier à l'événement. Pour nous, en tant que libraires ivoiriens, le salon, c'est une tribune d'échange pour nous. Ça montre que les Ivoiriens ont des choses à offrir à leurs compatriotes et qu'il y a une certaine diversité à l'intérieur. Cette année, nous avons voulu célébrer le livre dans tous ses états, que ce soit le livre papier, le livre numérique, le livre en audiobook, etc. Mais également voir toutes les dimensions de ce que le livre peut créer comme état d'âme et comment le livre peut nous influencer pour nous conditionner pour être de meilleurs citoyens. Et donc nous voulons que le livre entre dans le quotidien des Ivoiriens. Et donc c'est véritablement le baromètre du foisonnement littéraire en Côte d'Ivoire, le baromètre de la production littéraire de qualité en Côte d'Ivoire, non seulement le nombre de professionnels qui exposent, mais également la qualité des ouvrages qui sont présentés au public. Durant 5 jours, Abidjan sera sous les projecteurs avec 70 000 et 100 000 visiteurs attendus pour ce Salon international du livre d'Abidjan, avec pour thème le livre dans tous ses états. Et faites donc un tour aussi là au Palais de la Culture. Vous aurez le livre dans tous ses états, comme si bien l'indique le thème de cette édition. On va rester en culture et parlons de l'identité des productions cinématographiques et l'indépendance des cinéastes dans la réalisation des films. Il en a été longuement question au cours du colloque organisé à l'occasion de la 23e édition du Festival international du cinéma africain de Kouroubiga. Au cours des échanges, critiques et cinéastes ont souhaité que l'Union africaine finance les productions du continent. Envoyé spéciaux ici, Célestin Frodo. Le cinéma, mémoire et prospective. Ce thème du colloque du Festival international du cinéma africain de Kouroubiga, cette année, est l'occasion pour les critiques et cinéastes du continent de repenser l'évolution du 7e art. Nous devons savoir d'où nous venons.
Et qu'est-ce qui a été à l'origine de la transformation de nos mentalités? Donc le cinéma africain s'est inscrit dès le départ, un, dans la restitution de notre mémoire collective, et deux, dans la nécessité de former des nations nouvelles dans lesquelles nous serions les propres acteurs de notre développement. Et le cinéma y participe de manière extraordinaire, beaucoup plus que les autres arts. Quand tu veux aller quelque part, il faut savoir d'où tu viens. Tu as des bases. Tu t'appuies sur tes bases pour avancer. Je dis toujours qu'on s'assoit sur l'ancienne natte pour tisser la nouvelle. Et quand on marche, on va vite quand on est seul, mais on va plus loin quand on est ensemble. Le mode de financement et l'identité des productions africaines sont passés au peigne fin. Ce financement, c'est une question politique, une question de décision, également une question qui dit que si nous n'avons pas les moyens de financer notre cinéma, créons les conditions à travers l'Union africaine. Pour les spécialistes du cinéma, l'Afrique doit compter sur elle-même et développer la coopération sud-sud. Nos États ont intérêt à financer notre cinéma. Même si les moyens ne suffisent pas, on peut aller dans ce qu'on appelle la coproduction. Mais la coproduction sud-sud, entre pays africains. Parce qu'en fait, on a les mêmes réalités. En somme, critiques et cinéastes invitent les pays à financer considérablement le 7e art en Afrique, un secteur pourvoyeur d'emplois. Dans le reste de l'actualité au Burundi, l'ancien Premier ministre et numéro 2 du pouvoir, le général Alain Guillaume Bunyoni, a été écroué ce lundi à la prison de Ngozi, dans le Nord. Il a été officiellement inculpé ce vendredi. Il a donc comparu devant la chambre du Conseil de la Cour suprême qui a confirmé son incarcération pour les 3 crimes que la justice lui reprochait déjà: l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et au bon fonctionnement de l'économie nationale, ainsi qu'une prise illégale d'intérêt. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h demain, 20h. Retrouvez Fatou Fofana. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Les buffles qui arrivent en retard au fleuve boivent toujours de l'eau déjà troublée. Très belle soirée.